L'annonce d'un cancer impacte toute la vie de la personne malade, mais également son entourage. À ce moment-là, il y a un grand besoin de compréhension et d'accompagnement. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose de découvrir l'association On Cocoon à travers l'interview de sa cofondatrice, Kitri Lovenbroek, qui est également infirmière en oncologie et soins palliatifs. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Kitri. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Tout à fait. Donc je m'appelle Kitri. De formation, moi je suis infirmière à l'origine. Ma spécialité c'était l'oncologie et les soins palliatifs. Ok. Et j'ai travaillé moi à peu près 8 ans en oncologie. Ok. Et en soins palliatifs, tu as toujours des lits soins palliatifs dans les services d'oncologie. Et en fait, à la base, quand je suis sortie de mon diplôme, moi, je voulais absolument aller travailler en soins palliatifs parce que je trouvais qu'il y avait une humanité qu'il n'y avait dans aucun autre service. Et je me suis dit, non, t'es trop jeune, t'as 21 ans, va pas tout de suite en soins palliatifs. J'avais un peu peur de m'essouffler ou de me dire, je vais tourner en rond au bout d'un moment, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais remonter le chemin du patient. Et qu'est-ce qui se passe avant les soins palliatifs ? Bien souvent de l'oncologie. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, go, on va en oncologie. Et puis après, j'évoluerai en soins palliatifs. Et en fait, l'oncologie, ça avait cette même humanité que j'ai adorée aussi. C'est un peu particulier de dire ça, mais en fait, ce que j'apprécie particulièrement en oncologie, c'est face à l'annonce d'un cancer, tout le monde réagit de la même manière. Il y a cette brutalité de se dire « waouh, la mort approche ». Et ça provoque une vulnérabilité chez le patient que je trouve hyper belle et que j'ai vraiment envie d'en prendre soin et de les aider à ce moment-là. Et c'est moi ce qui me fait vibrer en tant qu'infirmière, c'est justement cette vulnérabilité-là et cette douceur qui est nécessaire et tout cet accompagnement qui est nécessaire, etc. Donc voilà, donc j'ai travaillé pas mal de temps en oncologie. À côté de ça, j'ai 3 enfants, j'habite à Libourne. Que te dire de plus T'as fondé une asso ? Et j'ai créé une asso. Et après tout ce temps à l'hôpital, j'ai fait un petit burn-out très sympathique. Et puis je me suis dit, ok, on va faire autre chose. On va se prendre soin de soi un petit peu. Super. Alors aujourd'hui, justement, on va parler de cet asso qui s'appelle Au Cocon. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement d'où est venue l'idée de la création de cet asso ? L'idée, c'est plein d'idées à la fois. Pendant mon service, donc j'ai travaillé en hôpital de jour. Donc l'hôpital de jour, c'est pas tout à fait une hospitalisation classique. C'est les patients qui viennent juste sur la journée, qui dorment pas à l'hôpital, recevoir leur chimiothérapie ou la radiothérapie. Ok. Et pendant ce service-là, en fait, l'hôpital nous demande de traiter un certain nombre de patients par jour. Parce que eux, ils ont besoin, pour leurs chiffres, de traiter un certain nombre de patients. Et en fait, c'est une activité qui est hyper lucrative pour eux. Okay. Les services d'hôpital de jour sont les services qui portent une bonne partie du poids financier de l'hôpital. Et du coup, ils nous demandent de traiter de plus en plus de patients par jour. Mais suite à ça, les conséquences que ça a sur les soignants, c'est que certes, on peut être en effectif, c'est pas forcément un problème d'effectif, mais c'est qu'on nous demande de faire surtout de la technicité qui, elle, se quantifie. Okay. Alors que l'accompagnement humain, la qualité de l'accompagnement, il est tellement personnel dépendant que tu peux pas parier là-dessus, on va dire. Du coup, moi, ça m'a complètement perdue au bout d'un moment. Parce que je voulais justement prendre le temps d'accompagner les patients et je me suis retrouvée à culpabiliser tous les soirs en me disant « j'ai pas dit ça à tel patient, il va pas y arriver, comment il va pouvoir faire dans son quotidien si je lui ai pas dit ça, je lui ai pas parlé de tel effet secondaire, etc. » Et je me retrouvais à culpabiliser comme ça, je me dis « non, j'en ai marre » et mes collègues, pareil, ont culpabilisé toutes de ça.
Et à un moment donné, ça nous prend trop aux tripes et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc c'est là où petit à petit, une graine a germé en me disant comment je peux faire pour arrêter de culpabiliser tout en aidant les patients. Et après, suite à ça, pendant l'hôpital, j'avais une jeune patiente qui avait 27 ans, qui était journaliste et qui, à chaque séance de chimio où elle venait, elle avait sa belle-mère qui lui laissait sur sa porte de l'appartement un petit tote bag avec plein de magazines pour tuer le temps en chimiothérapie, parce qu'elle y passait la journée. Et petit à petit, elle s'est dit, mais c'est génial de recevoir quelque chose pour occuper ce moment-là. Alors, elle avait créé une association qui s'appelait Ma Bulle, où elle avait sa belle-mère cousait des petits pochons en tissu et elle glissait dedans souvent des livres de poche, 3 carrés de chocolat, etc. Et elle nous les avait donnés au service. Et dans le service, on avait du coup instauré un peu ce rituel. Dès qu'il y avait un nouveau patient qui venait, on leur offrait ça. Trop bien. Et j'ai adoré offrir au patient quelque chose pendant sa première séance de traitement. J'ai adoré voir combien ça les perturbait et combien ça les touchait. De se dire, mais comment ça, je viens avec des pieds de plomb, le moral en berne, pour ma première séance de traitement où je me dis, ça y est, je vais vomir tout ce que je peux derrière, je vais être très mal. Mais pourquoi vous m'offrez un cadeau alors que je suis au plus bas ? Et je dis, justement. Et j'aimais bien leur dire, c'est une patiente qui vous a laissé un petit peu de douceur. J'aimais bien transmettre cette idée-là, de se dire, ils sont tellement perdus, ils ont juste besoin d'un peu de douceur à ce moment-là. Et là, deuxième brique, je me suis dit, ça germe bien. Et après, je me suis dit, en tant que soignante, j'avais envie de leur expliquer un peu la maladie. Et aussi d'être un peu un vecteur d'information de ce qui se passe autour. Parce qu'à l'hôpital, donc on est très traitement centré, corps centré, etc. On prend peu en charge le côté psychologique et puis tous les impacts de la maladie un peu plus élargis. Et surtout, les patients, ils ne connaissent pas les solutions qui existent. Il y a plein de petites marques qui se créent et les patients les connaissent 6 mois après. Et ils nous disent « Ah là là, si j'avais su ça avant ». Je dis « non, flûte, j'en ai marre en fait que vous connaissiez ça après parce que maintenant que vous y êtes sensible, vous avez l'œil, l'oreille, etc. pour y prêter attention. » Je dis « flûte, j'en ai marre ». Donc, on va leur donner l'information au bon moment, dès le début de la maladie. Et c'est comme ça, là, je me suis dit « Ça y est, c'est bon, c'est parti, j'ai toutes les idées en place ». On va créer et du coup, après, j'ai constitué l'asso la veille du premier confinement, très sympathique. Et je me suis dit, c'est pas grave, j'ai tout le confinement pour l'écrire, mon guide. Donc après, j'ai fait pas mal de collaborations avec plusieurs spécialistes, des associations. Je voulais que ça soit vraiment hyper élargi, qu'il n'y ait pas que mon point de vue dedans. Donc le but, c'était de créer un guide, c'est ça ? Créer un guide pour traverser la maladie. Pour traverser l'annonce, pour pouvoir avoir ses connaissances aussi par rapport à sa maladie, à son traitement, comprendre comment ça marchait, avoir tous les outils pour contrer les effets secondaires de la maladie et aussi aborder comme la sexualité, le retour à l'emploi, les finances aussi, parce que quand on est en arrêt concrètement, on n'a plus beaucoup de revenus, donc c'est un peu compliqué, et aussi aborder les soins palliatifs. Tout le monde y pense de toute façon, et moi c'était un point d'honneur c'est le moment d'élaborer et de construire un peu ces idées, que chacun réfléchisse vraiment en fait à la fin de vie, même si c'est pas demain, c'est la première pierre et c'est la première fois où on peut enfin en parler et enfin préparer un peu, se dire, même si c'est juste dans la tête, mais juste se dire, ok, moi qu'est-ce que je voudrais en fait. Et j'aime bien cette idée-là. Donc voilà, donc ce pochon, il est distribué donc dès l'annonce. Pour traverser et donner tous les conseils pour vivre avec, et j'aime bien dire vivre avec dignement la maladie. Donc si je comprends bien, quand tu parles de pochon, donc là tu viens de nous parler d'un guide, donc en fait c'est un guide qui va à l'intérieur d'un pochon, et est-ce que c'est le pochon donc, de la patiente qui était là ? Comment ça se passe du coup ? Comment ça s'est créé tout ça ? Ça s'est créé dans la patiente, malheureusement elle est décédée. Et elle avait laissé l'association, que son mari avait un peu continué. Et puis là, ça s'est un peu essoufflé. Donc, ils avaient besoin, eux aussi, de finir un peu le deuil de cette patiente-là au bout d'un certain temps. Et le mari, il avait l'impression de ne pas pouvoir tourner la page en continuant à faire cette association. Donc, ils ont voulu fermer l'association. Et après, moi, j'avais une volonté de le créer en tissu, ce pochon-là aussi, pour des raisons écologiques. Pour me dire, le pochon, on peut le réutiliser d'une autre manière aussi.
pour ça qu'il est pas floqué au nom de l'association, etc. J'ai pas écrit On Cocoon dessus parce que je voulais qu'on puisse le donner à quelqu'un d'autre ou qu'on puisse le jeter dans la benne du recyclage en disant je comprends qu'on veuille pas forcément le garder, mais voilà. Et du coup, on a créé un autre partenariat avec une association de Castillon-la-Bataille qui s'appelle Castilab, qui est une entreprise à but d'emploi et qui, elle, du coup, crée de l'emploi avec les compétences des anciens chômeurs de longue durée. Et on avait une équipe au tout début, on avait 3 femmes qui voulaient coudre parce qu'elles travaillaient dans les vignes avant, elles ne voulaient plus, etc. Et elles adoraient la couture et elles se demandaient ce qu'elles pouvaient faire. Je leur ai dit, très bien, vous allez pouvoir coudre mon pochon. Trop bien. Et du coup, elles sont maintenant 6 à travailler sur le pochon. Donc, elles cousent chacune à la main avec des tissus recyclés. Et elles adorent, en fait, connaître la finalité de ce qu'elles font. Donc, quand je leur ai proposé le projet, j'ai d'abord fait un entretien avec chacune parce que j'ai compris que le sujet était un peu douloureux pour chacune. Elles avaient une expérience en oncologie, en fait, de près ou de loin. Donc, d'abord, je les ai accompagnées par rapport à la maladie. Et après, on s'est dit, c'est super. Elles adhèrent avec le projet, elles voient l'importance que c'est et elles aiment bien se dire je contribue un peu aussi à mon échelle avec ma machine à coudre à offrir un peu de douceur à ce moment-là. Et du coup, je les convie à chaque événement, c'est hyper sympa. Enfin, voilà, et donc du coup, on a un pochon, un guide. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose à l'intérieur? Et après, à l'intérieur, je fais des partenariats avec différentes marques qui ont créé des gammes de cosmétiques en lien avec la cancérologie, notamment avec Même Cosmétiques qui nous offre du coup des échantillons pour pouvoir tester. Et puis, comme ça, on fait connaître aussi la marque, qui n'est pas présente dans forcément toutes les pharmacies. On a aussi un partenariat avec une association qui s'appelle Bel et Bien, qui, elle, donne tous les conseils autour de la peau pour prendre soin de sa peau en cancérologie, aussi pour aborder un peu l'estime de soi en cancérologie, etc. Et qui, eux aussi, nous offrent des produits pour les patients qui sont hospitalisés. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça va être quoi comme produit? C'est des produits, c'est à partir de juste un gel douche, une crème et un stick à lèvres. Mais c'est hyper sympa parce que quand on est hospitalisé, on n'a vraiment rien en général. Les produits de l'hôpital, je ne vous en parle pas. Et pour prendre soin de sa peau, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc ça permet aussi de prendre soin d'une autre manière. D'accord. Est-ce que du coup, à l'intérieur des pochons, ça varie, du coup, les produits régulièrement? Pas régulièrement, parce qu'on aime bien. Moi, j'aime bien qu'un bon nombre de patients puissent connaître quand même ces initiatives-là. Et après, on peut aussi insérer des flyers, notamment. On a inséré une marque qui s'appelle Crabette. C'est une femme qui a eu un cancer du sein et qui a créé, en fait, si j'ose dire, le Vinted en fait, de la cancérologie. C'est-à-dire que quand on a fini les traitements, on peut lui envoyer toutes les perruques, les prothèses mammaires, les soutiens-gorge adaptés, on peut lui envoyer tout ça. Et elle a créé un site internet où elle les revend à des prix symboliques, parce que les patientes lui ont donné, donc elle les revend juste pour faire fonctionner. C'est en général entre 5 et 15 euros, tous ces produits-là. Et ça permet d'avoir un cycle dans ces produits-là qui coûtent hyper cher, de pouvoir être accessible à tous les portefeuilles. Et à la fois, quand on a fini toute cette partie-là de traitement, on est content de s'en débarrasser. On n'a pas envie de garder une perruque ad vitam aeternam. C'est génial comme initiative. Ouais, j'adore. Et elle est à Toulouse et elle crée... Est-ce que tu te souviens du nom? Crabette, ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Ok. Crabette, et moi je trouve que l'initiative est géniale, encore une fois. Donc c'est faire connaître ces initiatives dès le début des maladies et pas après. Ouais, c'est génial. On puisse avoir tous ces outils-là après. Donc on a parlé et dans le guide après j'ai abordé plein de marques aussi qui créent. Il y a aussi Colibri qui a créé des vêtements adaptés, qui a les bonnes fermetures, etc. pour faciliter les soins. Enfin voilà, il y a plein de marques qui se créent. Il y a les Frangines aussi qu'on connaît un peu mieux, qu'on crée juste des franges de cheveux avec des super foulards aussi qui sortent un peu de l'ordinaire. Enfin voilà. Trop bien. Bah toi, tu dois être une ressource incroyable de tout ce qui peut exister, en tout cas sur cette thématique. J'essaye à fond et je trouve que c'est hyper important pour les patients de pouvoir se recréer différemment. Quoi. Carrément. Du coup, tu as créé cette association. Donc, il y a ces fameux coffrets qui sont offerts du coup à l'hôpital, n'importe quels hôpitaux, où on peut les trouver d'ailleurs? Tous les hôpitaux qui ont un service de cancérologie. Pour l'instant, nous, on les distribue surtout en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Et en fait, ils sont gratuits pour les hôpitaux, donc ils sont juste à nous contacter pour qu'on puisse créer un partenariat et qu'ils les distribuent. Et l'idée, c'est qu'ils les distribuent soit à l'annonce,
soit au moment de la première séance de chimiothérapie ou de radiothérapie ou de traitement. Parfois, quand ils font juste la chirurgie, on peut aussi... ça dépend des partenariats qu'on crée avec les hôpitaux. Mais l'idée, c'est de l'avoir vraiment dès le début. Et moi, j'aime bien aussi le principe. On a voulu créer aussi un côté papier parce qu'on repart avec. On repart avec. Et puis, on peut aussi le glisser sur la table de chevet de son conjoint ou des enfants pour dire « Regarde ce que je vais vivre ». Et comme ça, tu peux aussi comprendre à quel moment tu peux intervenir, comment m'aider. Voilà ce qui me serait... Parce qu'on a beaucoup de proches qui nous appellent en disant et maintenant avec même des proches de mes proches, j'ai une copine ou j'ai un tel qui a un cancer, qu'est-ce que je peux faire, je ne sais pas quoi faire, je t'appelle parce que toi tu bosses en cancérologie, je suis paniquée. Comment je peux l'aider concrètement? Je leur dis, en tu peux leur donner mon guide, mon pochon, déjà ça fait du bien, et en 2, juste lui en parler. C'est déjà aussi... c'est donner l'information. Demande-lui en fait, parce que chacun est différent, on a besoin, il y en a qui ont besoin qu'on les accompagne, il y en a d'autres qui ont besoin juste d'être là en présence, mais sans parler, de les laisser tranquilles, mais juste de savoir qu'il y a un soutien derrière, ça change tout. Donc voilà. Donc on offre nos coffrets, et après, en fait, on fait tout un accompagnement individuel, surtout pour les personnes qui habitent en ruralité, autour de Libourne, mais dans un périmètre assez large, parce qu'on va de la Sud-Charente jusqu'au fin fond du Lot-et-Garonne. Donc c'est assez large, mais j'aime à dire qu'on est au départ autour de Libourne. Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe pendant ces suivis individuels ? C'est toi qui te déplaces du coup au domicile des gens ? Ouais, on fait les deux. On fait au départ un premier entretien par téléphone parce qu'il y a souvent une urgence et le temps, moi, que j'arrive à trouver le temps pour me déplacer, etc. J'ai pas envie de laisser un laps de temps trop grand parce qu'il y a quand même un peu une peur panique qui se passe à l'annonce. Du coup, on fait souvent une séance par téléphone qui dure assez longtemps parce qu'on balaye tous les aspects de la maladie. Ça va durer entre 1 ou 2 heures. Et là, on aborde tous les impacts que va avoir le cancer sur leur quotidien. Mais je leur dis pas est-ce que ça va... Enfin, c'est que des questions ouvertes et c'est surtout le but, c'est que eux se livrent sur leurs difficultés, sur ce qui est perturbé pour eux en fait, sur vraiment leurs difficultés. Et on part... Il y a une femme qui s'appelle Virginia Anderson, qui est une des pionnières des soins infirmiers, qui est décédée, il y avait de l'urette, mais qui a élaboré une grille des 14 besoins fondamentaux pour vivre. Donc ça va autant de savoir s'habiller et se déshabiller que savoir se recréer. Donc tu vois, c'est autant physique, très médico-centré au début, et puis après, tu déclines. Et du coup, tu as tous les effets sur les croyances, sur où est-ce que tu mets ta dignité, sur quels sont tes besoins à toi, comment tu t'évalues, etc. Et ça permet vraiment de balayer tous les aspects. Et donc, on fait cette évaluation, on va dire. J'aime pas trop le mot évaluation parce qu'on n'évalue rien, il n'y a pas de note derrière, mais c'est... C'est pour comprendre un peu les besoins de la personne, surtout. Ouais, c'est ça. Cette mesure d'impact, on va dire, en fonction de leur vie à eux. Et suite à cette perturbation-là, on met en regard, en fait, soit des acteurs différents, soit on continue le côté très psychologique de la maladie, on va dire très psychosocial. Donc parfois, tu as des problématiques... j'ai un emprunt à payer, là je bosse plus, comment ça se passe? Donc on fait intervenir une assistante sociale, soit je sais pas où aller me faire raser la tête parce que mon coiffeur habituel il veut pas me prendre. Là nous on appelle le coiffeur, on essaie de voir comment on peut intervenir avec lui. Donc souvent on fait ouvrir les salons le lundi. Où il y a juste une prise en charge où le patient est seul dans le salon. Il y a des coiffeurs qui refusent de faire ça? C'est bizarre de raser la tête d'une personne alors qu'il y en a 10 autres dans le salon à côté. La personne, elle n'a pas envie. Et le coiffeur non plus. C'est quand même un soin qui est spécial, c'est particulier. D'accord. C'est hyper connoté de se faire raser la tête quand même. Et du coup, il y a des coiffeurs qui disent il n'y a pas de souci, j'ai un paravent, je peux le faire derrière, on peut le faire en place. Et il y en a d'autres qui disent le lundi, je suis fermée, on peut peut-être organiser un soin particulier le lundi, après le déjeuner tranquille, ça fait pas venir le coiffeur. D'accord. Voilà. Ou alors, on a aussi une socio-coiffeuse dans notre asso. Sinon, elle se déplace aussi au domicile des gens. Enfin voilà, ça dépend. On s'attaque vraiment aux besoins des patients. D'accord. Et voilà. Et après, on les accompagne aussi sur comprendre la maladie. Moi, j'aime aussi ce terme de remettre le patient acteur de sa maladie. Très souvent, il a l'impression, quand il va chez l'oncologue, de dire c'est l'oncologue qui choisit un traitement et puis basta.
Moi, j'aime leur dire, demandez-leur les effets secondaires. S'il y en a pour lesquels, en fait, c'est trop difficile pour vous, et peut-être juste demander-lui, est-ce qu'il n'y a pas une autre option? Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas envisager aussi autre chose? Je leur dis, certes, le médecin, il est sachant de votre maladie. C'est lui qui sait comment ça va se passer, qui connaît comment se passent les traitements. C'est lui qui a la connaissance médicale, certes. Mais vous êtes sachant de votre corps, des répercussions que ça a sur votre quotidien. Il n'y a que vous qui pouvez lui expliquer ça. Donc, on essaie de remettre un peu la balle au centre et d'oser pousser le patient à oser poser ses questions, à oser s'affirmer en tant que lui, patient. Ok. Parce que c'est son corps, c'est sa maladie. Certes, le médecin, encore une fois, il est sachant, mais c'est pas lui qui vit les choses. D'accord. Donc, par exemple, pour les suivis individuels, donc ça va être vraiment plutôt des personnes qui sont localisées autour du coup de Libourne. N'importe quel cancer? Tout cancer adulte. D'accord, ok. Adulte, c'est à partir de 19 ans, du coup, ça compte ou... Ouais, c'est ça, c'est 18 ans. Okay. C'est 18 ans et parfois même 15 ans. Mais là, en général, à 15 ans, ils ont en intra-hospitalier des prises en charge bien plus étoffées. Okay. Et du coup, les besoins sont différents. Mais en soi, l'adulte en cancérologie, c'est 16 ans. Ok, d'accord. Est-ce que c'est possible, par exemple, d'acheter un coffret pour quelqu'un ou pas du tout? C'est vraiment un fonctionnement à l'hôpital? J'aime bien le garder le fonctionnement à l'hôpital. Ouais. On m'a déjà demandé parfois. Je leur dis, j'ai pas envie de vous le vendre. Moi, je vous l'offre. Après, si vous avez envie de faire un don à l'asso, très bien. Mais en soi, le vendre alors que dans les autres endroits, c'est gratuit. Moi, éthiquement, je suis pas à l'aise avec ça. D'accord. Du coup, voilà, je préfère l'envoyer. Souvent, quand il m'est arrivé de l'envoyer pour des patients, je leur demande. En revanche, les frais de port sont plus à votre charge. Voilà, mais très souvent, ils font un don à l'asso et du coup, ça couvre largement les frais de port. D'accord. Est-ce que vous proposez quelque chose pour les aidants? Oui. En fait, quand on fait l'accompagnement individuel, nous, on prend en charge de manière holistique, donc très globale. Et après, moi, je leur dis, vous vivez dans ce qu'on appelle le système, la systémique en psychologie. On ne peut pas juste accompagner juste ce que vous êtes vous, parce que vous rayonnez de fait. Vous êtes un être social, donc vous êtes en lien avec d'autres. Et les aidants, ils font partie du système. Moi, je leur dis, je prends en charge aussi les proches. Parce que c'est pas forcément des aidants, ça dépend de la maladie. Ouais. Et je trouve que c'est aussi une autre étiquette de les mettre en aidants. Ils s'étiquent pas forcément aidants, eux. Et c'est encore une autre démarche, je trouve, l'aidance. Enfin, voilà. Donc, moi, j'aime à dire, on prend en charge les proches. Et parce que parfois, il y a des enfants, mais qui sont pas forcément aidants dans le sens actuel du terme, mais qui sont déjà là. Donc, il faut quand même les aider aussi. Et donc, c'est pour ça, quand on intervient après au domicile, donc on fait cette première consultation et après, on intervient au domicile et on continue les entretiens et les entretiens, mais ils sont faits avec les proches. Donc, c'est là où après, on mesure à quel point c'est important ou pas qu'ils soient là, les proches. Parfois, les proches se mettent à s'accaparer complètement la consultation. Donc là, on leur dit, on va se voir un quart d'heure et puis après, je vous demanderai de sortir parce que j'ai besoin quand même de voir le malade. Mais je comprends du coup comment un peu plus les interactions sociales, comment se positionne aussi la personne qui est malade, comment elle va vivre du coup un peu mieux la maladie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre en compte la famille, parfois c'est les voisins, parfois c'est les parents, parfois, enfin voilà. Oui, et puis toi, le fait de te déplacer aussi, ça te permet de te rendre compte vraiment l'environnement dans lequel évolue la personne, quoi. C'est ça. Et du coup, voilà, de pouvoir... on crée un espèce d'écosystème de proximité pour que le patient, il ait juste à aller à 10 minutes de chez lui pour trouver ce dont il a besoin. D'accord. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te demande d'être présent ou de l'aider pour l'annoncer à ses enfants, par exemple? Ouais, c'est une patiente qui me disait justement, déjà l'annonce pour nous, c'est un sacré choc, mais après, il faut l'annoncer aux proches. Et c'est là où naît vachement la culpabilité. Ouais. De se dire c'est de ma faute, je suis malade. Et du coup, on nous a demandé d'être présents ou même parfois de le dire carrément. Donc là, nous, on a dit non, ce serait bien que ça soit des mots de votre bouche parce que moi, mes mots sont pas les vôtres. Et du coup, c'est bête, mais le champ lexical à ce moment-là, il est hyper important. Déjà, je sais pas si une patiente va poser le mot cancer ou maladie. Ou parfois, elle le nomme aussi, elle les explique... Elles expliquent, elles lui ont donné un petit nom en fonction de l'âge des enfants, etc.
Donc on vient, mais on trouve que c'est un moment qui est tellement intime aussi Mm. qu'on essaie de le rendre le plus intime possible. Donc en un, de leur expliquer aussi ce qui va se jouer à ce moment-là. En deux, de diminuer cette culpabilité-là. Pour leur dire, non, en fait, c'est pas à vous de culpabiliser, c'est survenu comme ça. Oui, mais tu comprends, j'ai fumé pendant 20 ans. Oui, ok. Mais t'as fumé, soit. Tu connais ça tes risques, ok. Mais il y en a plein qui n'ont pas de maladie, pour autant. Il y en a plein qui n'ont pas de cancer. Donc, culpabilise pas forcément. Alors, ça fait partie aussi de l'acceptation, mais culpabilise pas forcément en l'annonçant. Gère ta culpabilité, oui, parce que ça fait partie des phases de l'acceptation de la maladie, ok. Mais c'est pas l'annoncer qui doit provoquer une culpabilité. C'est vraiment, on dissocie deux choses. Donc on est présent aussi quand il y a besoin, mais après à l'hôpital, les soignants leur demandent, et nous c'est ce qu'on faisait aussi, on leur dit beaucoup, quand on va annoncer la maladie, ne venez pas seul, venez accompagner. Et là c'est toujours intéressant de voir avec qui ils viennent. Est-ce qu'ils viennent avec leur enfant de 5 ans ? Alors on leur dit que ce serait bien que ça soit plutôt un adulte. Ah ouais. Mais à la fois, c'est intéressant parce que si c'est son quotidien à elle et qu'il y a personne d'autre que cet enfant de 5 ans, et c'est important à ce moment-là pour la mère que l'enfant de 5 ans soit là, soit, en fait, c'est à elle de juger qui est important. Mais on leur explique que c'est bien d'avoir une épaule sur qui pleurer et que l'enfant de 5 ans, il est peut-être pas adapté. Ouais. Mais après, voilà, enfin bref, c'est encore une fois, chacun fait avec ce qu'il a et en fonction de ses besoins. Et après, donc on accompagne aussi, souvent on nous a demandé d'accompagner aussi pour les bonnes nouvelles. J'ose pas, parce que je vais sortir de quelque chose, ils vont considérer aussi que c'est fini. Ah oui. Alors qu'en fait, une guérison, c'est 10 ans en cancérologie. Ok. On peut dire qu'on est en rémission, ça veut dire que le cancer ne progresse plus, que la chimio est efficace, que les radios est efficace, etc. Ok, mais la guérison, c'est 10 ans. Donc pendant 10 ans, la personne, elle vit toujours avec cette enclume au-dessus de la tête, en disant peut-être que ça va revenir. Et quand bien même, parfois ça revient même au-delà de 10 ans, mais les 10 ans, c'est quand même hyper important. Et même si on n'a plus de traitement, ça reste quand même... La vie, elle n'a plus la même saveur. Elle peut avoir une très bonne saveur, hein, mais c'est plus la même vie qu'on a. Il y a beaucoup de choses qui se sont révélées, des prises de conscience qui se sont mis en place et qui font que les patients ne vivent plus de la même manière. Ok. Donc c'est tout ça qu'on veut accompagner. Et là, c'est surtout cette prise de conscience-là, elle est difficile pour les proches. T'as plus de traitement, t'es guéri. Non. T'as juste de l'hormonothérapie pendant 5 ans, c'est bon, t'as guéri. T'as retrouvé tes cheveux, t'es guéri. Non, je suis pas guérie, c'est 10 ans la guérison. Ok. Donc c'est là où je trouve que c'est important pour les proches d'avoir cette conscience-là aussi et de pas lâcher trop tôt le malade. En disant c'est bon, c'est fini. Non, c'est dur. Et ça, on le voit beaucoup dans l'après-cancer, quand les traitements sont finis. Les patients se sentent vite abandonnés. Parce que déjà, les chimios ou les traitements rythment plus leur quotidien. Donc ils se disent comment je vais meubler tout ce quotidien-là. Très souvent, il y a des effets secondaires, notamment la fatigue, qui fait qu'ils ne peuvent pas retrouver. Et c'est pas une fatigue juste je suis flemmarde. C'est une vraie fatigue qui est profonde, contre laquelle on ne peut pas lutter, qui est vraiment, au bout d'une heure de travail, elle est conséquente. Enfin, le patient s'endort, pique du nez, vraiment. Enfin, c'est pas une petite fatigue. Il y a vraiment... c'est bien plus profond que ça. Et du coup, ils ne peuvent pas forcément retourner au boulot comme ils le voudraient. D'accord. Et du coup... les proches se disent Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. C'est bon, t'es flemmarde, allez lève-toi, t'as aucune volonté. Non, c'est vraiment différent. Et c'est ça qui est difficile, c'est que le mot fatigue, il est hyper galvaudé et les proches comprennent pas. Faudrait qu'on lui invente une fatigue profonde. Enfin, faudrait qu'on lui invente un nouveau terme à cette fatigue-là parce qu'elle est vraiment différente. Et surtout, ce qui doit être compliqué aussi pour le patient, c'est d'avoir reçu énormément d'amour et d'attention pendant toutes les épreuves qu'il a dû traverser. Et puis au final, c'est pas qu'il y a moins d'amour, mais les gens vont peut-être être moins présents, en tout cas, et moins démonstratifs, en tout cas, à ce moment-là, parce qu'ils disent, nous aussi, on a tout donné, quoi. Et finalement, maintenant, tout le monde part reprendre sa vie, et voilà, alors que pour le patient, non, c'est une nouvelle vie un peu qui arrive, quoi. C'est une nouvelle vie pour le patient, et pour l'aidant aussi. T'as raison, j'aime bien le côté de... On peut reprendre notre vie comme avant. Les aidants, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin aussi d'être considérés et c'est pour ça que, tu vois, je te disais tout à l'heure, c'est d'abord les proches qu'on accompagne et après les aidants, parce qu'ils ne s'appellent pas tous aidants. Et il y a un vrai besoin aujourd'hui
de les aider à s'identifier aidants, de comprendre ce que c'est que ce rôle d'aidant. Parce qu'on ne comprend pas, on dit bah oui, je l'aide parce que je l'aime. Mais là, ça va au-delà. C'est une relation qui n'est pas juste de l'amant. Enfin, c'est vraiment, il y a une relation d'aide qui n'était pas avant. Ça vient déséquilibrer une relation conjugale ou une relation parentale. Enfin, c'est plus du tout la même chose. Donc, c'est ça qui est difficile à identifier au début pour le proche. C'est d'arriver à comprendre que non, la relation, elle change. Bien sûr que tu l'aides par amour, mais ça va au-delà. C'est quand même quelque chose qui est différent. C'est là où moi j'aimais pas, c'est cette vision de l'infirmière où on nous dit oui, mais vous c'est une vocation, c'est un peu une bonne sœur. Non, j'aime pas mon patient comme les bonnes sœurs aiment Dieu. Non, moi c'est pas pareil. C'est une vraie relation que j'ai construite différemment dans une relation d'aide qui a été théorisée, qui est autre chose. Et pour le proche c'est la même chose. Il aime pas l'autre au point d'être dans une relation d'aide. Il y a quelque chose de haut et bas, quoi. Il y a quelque chose qui est vraiment différent. Donc c'est pour ça que je les invite aussi à réfléchir à ce que c'est cette relation d'aide et à voir comment on construit encore une relation conjugale ou parentale malgré la maladie qui survient. D'accord, ok. Trop intéressant, merci beaucoup. Ça tombe bien parce que du coup on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? Chers auditeurs, c'est très rigolo. J'ai envie de vous transmettre plusieurs messages. Déjà, je pense que dans votre entourage, vous avez tous quelqu'un qui a, plus ou moins proche, mais qui a eu la maladie, qui a eu un cancer. Il y a plusieurs choses. Juste oser leur demander « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi et comment t'aider ?» Parce que parfois, les réponses ne sont pas du tout celles qu'on attend, qu'on croit percevoir ou qu'on attend. Il y en a qui vont avoir besoin que vous fassiez tout pour eux, et il y en a d'autres qui vont avoir besoin que vous leur en parliez surtout pas. Il y en a qui vont avoir besoin de faire la fête. Il y en a besoin que vous ne fassiez juste rien. Il y a mille manières de réagir face à la maladie. Donc j'ai envie de leur dire, osez poser des questions. Osez demander, de mettre les pieds dans le plat. Parfois, il y en a qui attendent que ça. Et on ne les met jamais pour certains. Donc, oser poser la question, c'est quand même bien plus éclairant que d'essayer de tricoter quelque chose et de deviner, quoi. On est doté de paroles, donc voilà. Et pour les auditeurs qui sont déjà impactés par la maladie, encore une fois aussi, oser dire « j'ai besoin de ça ». Et c'est pas être faible que d'oser demander. C'est juste être authentique avec soi-même. Et ça va un peu dans cette même mouvance de j'ai un cancer, je peux enfin me regarder, je peux enfin me dire ah oui tiens, qu'est-ce qui est bon pour moi et comment je peux progresser dans ce côté de je m'octroie du temps pour moi. Soyez courageux là-dedans en disant voilà, affirmez-vous dans ce que vous êtes et la maladie, elle ne vous définit pas. Ça ne changera rien de la personne que vous êtes, de la sensibilité que vous avez, de votre droit de changer, à trouver des gens cons et des gens pas cons et des gens bien. Non, la maladie, elle est avec vous. Faites avec, et c'est difficile de faire avec. Mais ne vous oubliez pas qui vous êtes, surtout. C'est un très beau message, j'en ai presque les larmes aux yeux en plus. Du coup, pour finir, comment pouvons-nous te contacter ? Et je sais pas, est-ce que c'est possible d'aider l'asso d'une manière ou d'une autre ? Alors, plein de questions. Alors, nous contacter, on a un site internet www.oncocoon, donc oncocoon, ça s'écrit oncocoon.fr. Onco pour oncologie et cocooning pour vous faire du bien. Donc, il y a ce site internet sur lequel il y a toutes nos coordonnées, il y a nos mails et tout ça. Et après, il y a aussi sur le site, vous pouvez toujours nous faire un don à l'association si vous avez envie de nous aider. Pour continuer à offrir ces coffrets gratuitement, pour continuer à les accompagner de manière, ce qu'on appelle holistique globale, de pouvoir faire venir plein de petits soins à la maison. Donc n'hésitez pas si le cœur vous en dit. Et après, il y en a plein aussi qui ont envie de nous aider physiquement. Donc on fait aussi des ateliers à l'hôpital. Si vous avez envie de venir nous aider, de vous engager avec nous, vous êtes les bienvenus. Super, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce petit temps avec moi et j'ai appris plein de choses, donc vraiment merci pour tout ça. Merci à toi de m'avoir donné la parole.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.